Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous, alors commençons. Quand ma femme a obtenu son diplôme après avoir étudié la médecine, j'étais fier. J'avais été à ses côtés pendant les longues nuits d'études, le stress des examens du conseil et la corvée des entretiens de résidence. J'ai aidé à payer le loyer, acheté les courses et lui ai tenu la main à chaque coup dur. Je ne me suis pas plaint parce que je croyais en nous. Mais quand elle a finalement atteint un point où elle gagnait plus que moi, quelque chose que je pensais que nous célébrerions, elle m'a pris par surprise. Elle a demandé le divorce. Je n'ai rien dit et j'ai signé. Mais 10 ans plus tard, elle est revenue, et je lui ai fait goûter à sa propre médecine. Je m'appelle Géry. Au début de la vingtaine, alors que la plupart des gens autour de moi essayaient de décrocher des emplois de bureau ou étaient encore en train de se chercher, je dirigeais déjà mon propre petit magasin de matériel informatique. C'était quelques étagères de composants et une course constante pour répondre à la demande. L'entreprise avait ses hauts et ses bas, d'autant plus que les prix de la technologie pouvaient fluctuer du jour au lendemain et que certains articles ne me rapportaient pratiquement aucun profit. Mais je connaissais le jeu et je jouais intelligemment. L'argent que je gagnais comptait pour moi parce que je ne venais pas d'une famille riche, donc chaque petit progrès me semblait mérité. Je ne me qualifierais pas d'homme d'affaires au sens traditionnel du terme, mais j'avais de la volonté. Je comprenais que si je voulais la stabilité, je devais la créer moi-même. J'ai rencontré Megan pour la première fois alors qu'elle était étudiante, encore en train de terminer son premier cycle, mais déjà obsédée par l'idée de devenir médecin. C'était quelque chose dont elle rêvait depuis qu'elle était petite, et quand elle en parlait, on sentait sa passion. À l'époque, j'étais déjà autonome depuis un certain temps. Les revenus de ma petite entreprise n'étaient pas toujours prévisibles, mais ils me permettaient de vivre confortablement. Megan et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Nos conversations n'étaient jamais superficielles. Elle parlait pendant des heures de tout, y compris de son truc de médecin. Je pouvais voir à quel point elle voulait cela, et je le respectais. Il y avait quelque chose d'inspirant à regarder quelqu'un poursuivre un rêve avec une telle intensité. Je la voyais comme quelqu'un sur qui valait la peine de parier. Au fur et à mesure que la relation grandissait, mon implication dans sa vie augmentait également. J'ai vu à quel point elle était sous pression, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan financier. Je savais qu'elle avait accès à des prêts étudiants, mais je savais aussi ce que ces dettes pouvaient faire à quelqu'un à long terme. Alors, je suis intervenu. Je lui ai dit que j'aiderais à couvrir ce que je pouvais. J'en ai pris autant que possible parce que je voulais alléger le fardeau. Dans mon esprit, je me disais que si je pouvais l'aider à construire son rêve maintenant, nous construirions le nôtre ensemble plus tard. Je l'ai rationalisé comme un investissement, et à l'époque, cela me semblait le pari le plus sûr que je pouvais faire. Elle était dévouée, disciplinée et concentrée. Elle était à fond, et moi aussi. Je me suis montré pour elle de manière constante, que ce soit pour des discours d'encouragement tard le soir avant un examen, des dîners surprises quand elle était trop stressée pour cuisiner, ou en couvrant discrètement une facture en retard pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. J'étais sa stabilité, son filet de sécurité, la seule personne qu'elle n'avait jamais à remettre en question. Et j'en étais fier. Je croyais vraiment que c'était à cela que ressemblait l'amour. Mais à l'époque, je ne réalisais pas que parfois, plus on donne, plus certaines personnes se sentent en droit de continuer à prendre. Quand Megan a reçu sa lettre d'acceptation en faculté de médecine, c'était comme si le monde entier s'était arrêté un instant. C'était comme si elle venait de gagner à la loterie, et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais pour moi, ce n'était pas seulement sa victoire, c'était la nôtre. Toutes les nuits d'études tardives, le soutien émotionnel, les sacrifices que nous avions tous les deux faits jusqu'à ce point, tout cela semblait enfin en valoir la peine. Nous étions si fiers, si pleins d'espoir, que nous avons décidé de nous marier peu de temps après. C'était une cérémonie discrète avec quelques amis proches et la famille. Il n'y avait pas de lieu grandiose, pas de gâteau cher, juste une simple journée qui marquait ce que nous pensions être le début de l'éternité. Mais une fois qu'elle a commencé l'école, tout a changé. La faculté de médecine, ce n'est pas une blague. Je le savais en y entrant, mais le vivre était tout autre chose. Ces journées étaient remplies de cours, de stages et de groupes d'études tard le soir. Elle partait avant le lever du soleil et rentrait quand j'étais déjà au lit, dormant parfois même chez une amie pour gagner du temps. Le peu de temps que nous passions ensemble semblait vide. Elle était là, mais son esprit ne l'était pas. Elle était toujours fatiguée, émotionnellement distante, et avait à peine l'énergie de parler.
Je considérais cela comme une simple phase, temporaire, et qu'elle se remettrait. Pendant ce temps, nos dépenses augmentaient. Ses frais de scolarité, ses livres, ses blouses, ses frais d'examen, tout coûtait plus cher que ce que nous avions prévu. Et comme je lui avais déjà promis que je nous soutiendrais autant que possible, j'essayais de ne pas laisser transparaître la pression. Mon entreprise était déjà imprévisible, mais je me suis poussé plus fort. J'ai pris plus de clients, je suis resté éveillé tard pour gérer les commandes, j'ai essayé de nouveaux fournisseurs, tout pour étirer notre budget. Il y a eu des moments où j'ai dû discrètement retarder le paiement de mes propres factures juste pour m'assurer qu'elle avait ce dont elle avait besoin. Je ne voulais pas qu'elle soit distraite par le stress financier. Je me disais, c'est moi qui ai dit que je ferais ça, alors fais-le. Et je croyais sincèrement qu'un jour nous repenserions à ces années, que nous ririons de la difficulté et que nous serions fiers d'avoir réussi. Alors, je suis resté patient et loyal. Je me disais qu'une fois diplômé, les choses se calmeraient enfin et qu'elle aurait à nouveau du temps pour renouer avec moi. Je croyais que nos sacrifices porteraient leurs fruits. Mais je me trompais sur beaucoup de choses. Alors que la remise des diplômes de Megan approchait, je me suis retrouvé à penser de plus en plus à ce qui allait suivre pour nous, en termes de fondation d'une famille. J'ai donc commencé à en parler. Je demandais des choses comme, une fois que tu auras terminé ta résidence, nous devrions penser aux enfants. Ou, as-tu pensé à quand nous pourrions vouloir commencer à essayer? Mais à chaque fois, Megan hochait la tête distraitement ou changeait de sujet. Elle ne me fermait pas la porte au nez, mais elle ne s'engageait pas non plus. Elle pouvait parler pendant des heures de ses objectifs de carrière, de ses plans de spécialisation ou du nouveau médecin de sa clinique qui venait d'acheter une voiture. Mais quand il s'agissait de notre avenir, il y avait cette platitude dans son ton. Pourtant, je n'ai pas insisté. Je voulais croire qu'une fois qu'elle aurait officiellement cette blouse blanche en main, elle finirait par changer d'avis, que nous recommencerions à rêver ensemble. Mais ce que je ne réalisais pas alors, c'est que je donnais de l'espace à quelqu'un qui se dirigeait déjà lentement vers la porte. Le jour de la remise des diplômes de Megan est vite arrivé. J'étais sincèrement fier. J'avais vu le travail qu'elle avait fourni, les nuits blanches, la pression et tous les sacrifices. J'étais dans cette foule, à côté de ses parents, applaudissant plus fort que n'importe qui d'autre, tenant mon téléphone pour prendre des photos, m'assurant de ne pas manquer une seconde. Ce jour-là, j'ai cru que nous avions réussi. Je croyais que c'était le début de la vie que nous construisions depuis des années. Mais moins d'un mois après le début de sa résidence, les choses ont pris une tournure brutale. Un soir, elle m'a tendu une enveloppe en papier craft. Je pensais que c'était peut-être des papiers pour son travail ou quelque chose qu'elle voulait que je vérifie. Mais ce n'était pas ça. C'était des papiers de divorce. Au début, j'ai cru qu'il y avait eu une sorte d'erreur. Mais non, elle était sérieuse. Je lui ai demandé pourquoi, et tout ce qu'elle a dit, c'est « j'ai changé ». Nous sommes sur des chemins différents maintenant. J'étais sans voix. Après tout ça, c'est tout ce qu'elle m'a donné. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas mangé correctement pendant des jours. Je n'arrêtais pas de tout repasser dans ma tête, ce que j'aurais pu manquer, ce que j'aurais pu faire différemment. Mais au fond de moi, je savais que c'était une décision qu'elle avait prise il y a un certain temps. J'étais juste le dernier à le savoir. Il m'a fallu quelques jours pour trouver la force d'aller parler à un avocat. Je lui ai tout raconté. Je voulais me battre pour récupérer au moins une partie de ce que j'avais investi dans sa vie. Mais mon avocat a été direct, à moins qu'il n'y ait un accord écrit stipulant que l'argent que vous avez donné était destiné à un investissement ou à un prêt, il sera difficile d'obtenir grand-chose. Pourtant, je ne pouvais pas laisser tomber comme ça. Nous sommes allés au tribunal quand même. Le juge a reconnu ce que j'avais sacrifié. Il a même fait quelques commentaires pendant l'audience qui suggéraient qu'il sympathisait. Mais la loi est la loi, et à la fin, on m'a accordé une petite compensation, juste une fraction de ce que j'avais dépensé pendant ces années. Cela n'a même pas effleuré la surface. Je suis sorti de cette salle d'audience le cœur vide, parce que la personne à qui j'avais consacré mon amour, mon temps et mon avenir étaient partis comme si rien de tout cela n'avait jamais compté. Après le divorce, j'avais l'impression de ne plus rien avoir. Je m'étais tellement investi que lorsque tout s'est effondré, je ne me reconnaissais même plus. J'ai dû me reconstruire, non seulement mes finances, mais aussi mon estime de soi. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même. Je me suis replongé dans mon travail, non par ambition, mais par nécessité. J'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer.
J'ai gardé mon cercle restreint. Je n'étais pas intéressé par les conseils ou la sympathie. Je voulais juste sortir du trou dans lequel je m'étais retrouvé. Et avec le temps, j'y suis parvenu. L'entreprise a repris. Je me suis remis sur pied. Mais émotionnellement, quelque chose en moi avait changé pour de bon. Je me suis fait une promesse silencieuse, plus jamais je ne signerai ma vie sous l'illusion de l'amour. J'ai décidé que je pouvais être avec quelqu'un, oui, mais pas me marier légalement ni m'engager pleinement. Je voyais maintenant le mariage différemment. Cela ressemblait moins à un symbole d'engagement et plus à un piège qui pouvait se retourner contre vous dès que les choses changeaient. J'étais prudent à partir de ce moment-là. Chaque fois que je sortais avec quelqu'un, je le précisais dès le début, pas de mariage légal, peu importe à quel point les choses allaient bien. Beaucoup de femmes n'étaient pas d'accord avec ça. Certaines pensaient que j'avais juste peur ou que j'étais égoïste. D'autres ont essayé de me faire changer d'avis. Mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui ne voyait pas cela comme un signal d'alarme. Elle avait traversé ses propres tempêtes, portait sa propre douleur et n'était pas non plus intéressée par les contrats légaux. Nous vivions ensemble, planifions nos journées ensemble et partagions les petites joies. Elle ne demandait que de l'honnêteté, et je la lui donnais. En retour, elle m'a apporté une paix qui m'a aidé à guérir. Un soir tranquille, j'ai reçu un message de Megan sur Facebook. 10 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. J'ai regardé la notification pendant un moment avant de l'ouvrir. C'était un simple « Salut, comment vas-tu ?» comme si nous étions de vieux amis qui avaient perdu le contact. J'ai lu lentement, puis j'ai répondu. Elle a commencé par des banalités inoffensives, demandant comment allait la vie, si j'étais toujours dans le secteur du matériel informatique, me disant qu'elle avait vu quelque chose en ligne qui lui rappelait moi. Je pouvais déjà deviner où cela menait. Les gens ne vous contactent pas comme ça à moins qu'ils ne reviennent pour quelque chose. Puis elle a changé de sujet, a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et que ce que nous avions lui manquait, que malgré tout, elle croyait toujours que nous avions quelque chose de réel. Elle m'a appelé l'homme le plus stable avec qui elle ait jamais été et a dit qu'elle admirait la façon dont je l'avais toujours soutenue pendant ses études de médecine. Elle l'a dit comme si elle offrait un compliment. Je ne savais pas quoi dire à tout cela, mais je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait rire. Elle a dit, « J'ai toujours pensé que tu ne t'étais pas remarié parce qu'au fond de toi, tu m'attendais. » Cela m'a tout dit. Après toutes ces années, sa vision du monde la plaçait toujours au centre. Elle pensait que j'étais resté coincé dans le temps, figé comme une figure tragique qui n'avait jamais tourné la page. Elle n'avait même pas envisagé la possibilité que j'ai pu guérir, grandir et construire quelque chose de mieux sans elle. J'ai gardé ma réponse courte, j'ai juste dit, tu t'es trompé. Plus tard, j'ai appris par mes propres recherches comment les choses s'étaient passées pour elle. Il s'est avéré qu'après notre divorce, elle avait commencé à courir après un style de vie très différent. Elle est sortie avec des hommes tape à accent Graveleuil, des types aisés et prospères, des gars qui n'avaient aucun problème à l'emmener dîner, à dépenser de l'argent et à coucher avec elle. Mais aucun d'entre eux ne la voyait comme une partenaire à long terme. Ils étaient d'accord pour des relations occasionnelles, pas pour un engagement. Ce schéma a duré des années. Finalement, elle s'est remariée, cette fois avec un homme qui gagnait beaucoup moins qu'elle. D'après ce qu'on m'a dit, il la trompait régulièrement, principalement avec des femmes plus jeunes. Quand tout a explosé, c'est elle qui lui versait une pension alimentaire, car à ce moment-là, elle gagnait bien sa vie en tant que médecin. La même femme qui m'avait quitté en disant que nous étions sur des chemins différents a fini par soutenir financièrement un homme qui l'avait trahi à chaque instant. Je n'ai pas ressenti de pitié non plus. Si quoi que ce soit, cela a simplement confirmé ce que je savais déjà, la vie a une façon de renvoyer la vérité aux gens quand ils s'y attendent le moins. Et quand elle le fait, elle n'a besoin de l'aide de personne. Je n'ai pas fermé la porte à Megan au moment où elle m'a contacté, même si j'aurais pu. J'avais toutes les raisons de le faire. Mais au lieu de cela, je l'ai laissé parler et s'excuser. Je ne lui ai pas facilité la tâche, mais je ne l'ai pas non plus bloquée. Elle essayait de paraître décontractée, mais ne pouvait pas tout à fait cacher l'urgence. Et plus elle continuait à me contacter, plus cela devenait clair. Elle semblait avoir peur d'être seule, peur d'avoir gâché le seul homme qui se soit jamais vraiment montré pour elle. Et maintenant, avec le temps qui s'épuisait, elle essayait de se frayer un chemin pour revenir. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais je l'ai surprise à glisser de petits commentaires comme « Je ne veux pas faire la vie seule ». C'est effrayant de penser à la retraite et de ne pas avoir quelqu'un là. Tu as toujours été le stable.
Elle ne revenait pas parce que je lui manquais. La sécurité, la stabilité, la version de moi qui se serait pliée en 4 pour elle lui manquait. Alors, j'ai pris une décision. Je n'ai pas pardonné ni oublié, mais j'ai décidé de lui renvoyer son image. J'ai joué à son jeu, celui qu'elle avait joué avec moi pendant notre mariage. Je l'ai laissé courir. Je lui ai donné juste assez d'attention pour la maintenir dans l'espoir, quelques réponses sèches ici et là, peut-être que nous pourrions parler bientôt, à contre-cœur. Je savais ce que je faisais, et au fond de moi, je savais qu'elle le savait aussi. Mais elle est restée accrochée. Pendant des mois, je l'ai laissé essayer de regagner quelque chose que j'avais déjà enterré. Elle demandait si j'étais toujours avec quelqu'un. Je disais que c'était compliqué. Ce n'était pas le cas. J'étais dans une relation solide avec une femme qui me respectait. Mais j'ai laissé Megan croire qu'il y avait une fissure dans la porte. Je l'ai laissé croire qu'elle pouvait se faufiler à nouveau. Et chaque jour, elle attendait qu'une version différente de moi se montre. Je lui ai donné la même distance froide que j'avais ressentie chaque nuit pendant qu'elle s'enterrait dans sa carrière. Puis, un matin, après environ un mois à jouer avec ses émotions, je me suis réveillé et j'ai décidé de briser ses sentiments. Je lui ai envoyé un message et lui ai dit que notre divorce n'était pas la fin de quelque chose de bien, c'était le début de quelque chose de nécessaire. La perdre m'a forcé à me faire face, à me reconstruire, à grandir. Je lui ai dit que j'avais trouvé la paix et que je n'avais aucun intérêt à rouvrir des portes que la vie avait déjà fermées pour de bon. Elle s'est déchaînée presque immédiatement. D'abord, c'était la culpabilisation. Elle a envoyé un long message rempli de phrases passives-agressives comme « Je ne peux pas croire que tu fasses ça après tout ce que nous avons eu. » Et « Alors tu jouais juste avec moi tout ce temps. » Puis sont venues les accusations selon lesquelles je l'avais utilisé, que je l'avais mené en bateau et que je n'étais pas meilleur que les hommes qui l'avaient blessé après moi. L'ironie ne m'a pas échappé. 10 ans plus tôt, elle m'avait quitté comme si j'étais jetable. Maintenant, le simple fait que j'ai tourné la page était en quelque sorte une trahison envers elle. Au début, j'ai ignoré. J'ai pensé que si je n'alimentais pas cela, elle se lasserait et arrêterait. Mais cela n'a fait qu'empirer. Elle a commencé à m'envoyer des messages à toute heure, à me taguer dans des publications, à envoyer des messages à des amis communs pour essayer d'obtenir leur sympathie. Elle a même envoyé un message à ma partenaire, insinuant subtilement que j'avais parlé avec elle dans son dos. C'est là que j'ai su que ce n'était plus seulement de la confusion émotionnelle. C'était du harcèlement. J'ai fait ce qu'elle n'aurait probablement jamais attendu. J'ai pris un avocat. J'ai fait rédiger et envoyer par mon avocat une lettre de cessation et d'abstention, l'avertissant formellement d'arrêter son comportement ou de faire face à des conséquences légales. Puis je l'ai bloqué sur toutes les plateformes. Je ne lui devais pas un public. Quand j'ai finalement fermé la porte complètement, je me suis assis et j'ai vraiment réfléchi à ce qui venait de se passer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne après tout ce temps. Mais une fois qu'elle l'a fait, et que j'ai vu comment elle essayait de revenir directement dans ma vie comme si de rien n'était, une partie de moi a eu envie de la laisser courir après des ombres pendant un certain temps. Cette fois, c'est elle qui était laissée à regarder de l'extérieur. Maintenant, je passe mon temps avec quelqu'un qui respecte mes limites et ne fait pas de l'amour un pari. Le chapitre de Megan est clos, définitivement.